La longue marche de la Turquie pour entrer dans l'Europe n'est-elle qu'un mirage? Aboutira-t-elle un jour? Les diplomates rouvrent le dossier turc. Pourquoi maintenant? La Turquie peut-elle rejoindre le club européen? On se remet tout ça en tête avec cette petite fiche d'identité. C'est un pays de 80 millions d'habitants à l'est du continent européen. PIB 615 milliards d'euros, croissance positive 3,4. On en parle tout de suite avec nos invités. Bariza Chiari, sénateur PS, vice-présidente du Sénat, pour l'entrée de la Turquie dans l'Union. Merci d'être avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, président de la République, vous êtes contre. Et puis notre référence ce soir, notre experte Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, auteur notamment de La Turquie au Moyen-Orient. Et puis nous irons directement aussi dans quelques instants à Istanbul voir Marie Forestier qui nous attend et qui nous donnera le point de vue des Turcs sur la question. En ont-ils assez? Réponse dans un instant. Pour tout de suite, Bariza Chiari, est-ce que vous y croyez encore? Ça fait des dizaines d'années qu'on attend. Moi, j'y crois encore, parce que je pense que l'idée d'arrimer un grand pays comme la Turquie à l'Europe était une excellente idée. Les raisons des contres, c'était des raisons géographiques. On voit qu'avec l'élargissement, ces raisons commencent à tomber. Il y avait des raisons de nature culturelle et des raisons de nature économique. Sur le plan économique, la Turquie, vous l'avez dit tout à l'heure, est un pays en croissance, un pays dynamique, en croissance. Restent les raisons culturelles. Donc il faut surmonter les raisons culturelles. Et j'ai toujours pensé qu'on n'initiait pas un projet politique à partir de données culturelles, pour ne pas dire religieuses. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'on perd son temps? Est-ce que l'Europe perd son temps avec cette histoire turque depuis toutes ces années? Je crois qu'on ne dit pas la vérité à la Turquie et que je crois vraiment que nos dirigeants européens sont devenus fous. Mais vraiment fous. Je m'interroge. Vous y allez fort là, quand même. Mais je pense qu'ils sont devenus fous. Parce que on n'arrive pas à faire marcher l'Europe à 28. Les peuples européens ne veulent pas de l'entrée de la Turquie et même les Turcs ne veulent plus. Et on continue cette espèce de folie à vouloir avancer. Et ce qui est absolument scandaleux ce soir, scandaleux, c'est que le gouvernement français, que le président de la République n'ait pas mis son veto à l'ouverture de ce chapitre de négociation. Car les Français doivent savoir... Il l'a réclamé au contraire. Exactement. Les Français doivent savoir que si le président de la République le voulait, il pourrait stopper, mettre le veto. Et donc, on a des dirigeants qui ne contrôlent pas les frontières actuellement de l'Union européenne, qui sont confrontés à des flux migratoires monstrueux et qui vont ouvrir un nouveau chapitre et anticiper à terme l'entrée de la Turquie qui aura 2250 km de frontières avec l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Géorgie, etc. Moi, je me demande où ils vivent. Je pense qu'on ne vit pas sur la même planète. En revanche, je pense qu'on doit offrir un vrai partenariat avec la Turquie, comme avec le Maghreb, comme avec la Russie, c'est-à-dire être franc avec les Turcs pour ne pas alimenter cette espèce de suspicion malsaine qui, après, induira beaucoup de frustration. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. On a alors le temps d'y revenir pendant cette demi-heure de débat ensemble. On va se faire un petit rappel en images. Les négociations ont commencé il y a 15 ans, mais le rapprochement, lui, avait déjà débuté bien avant. 12 septembre 1963. À Ankara, la capitale, l'Europe des Six reconnaît à la Turquie le statut d'associé au marché commun. On l'ignore trop souvent, mais la Turquie a été le premier pays candidat à une adhésion à la CEE. Déjà membre fondateur du Conseil de l'Europe puis de l'OTAN, le pays envisage avec confiance son avenir européen. La Turquie a choisi définitivement et sincèrement d'être membre du marché commun. À l'époque, l'Europe ouvre grand ses bras à la Turquie car en pleine guerre froide, il faut arrimer ce pays au bloc occidental face à la menace soviétique. Regardez cette carte, 2630 km de frontières avec 6 pays. C'est en Asie, la sentinelle avancée du monde occidental. En 1968, le général de Gaulle foule le sol d'Ankara. Samimi dostu karimla, Fransanim. C'est Lamini Sunahem. À cette date, le président français a déjà mis son veto à 2 reprises à l'entrée des Britanniques dans le marché commun. Mais il n'y a pas pour lui de problème avec la Turquie. Les situations respectives de la Turquie et de la France
leur offre les meilleures raisons de rapprocher leur politique. Mais l'entrée des Turcs dans l'Europe est encore loin. Le pays souffre de retard économique et d'instabilité politique chronique. L'ombre des généraux plane sur la République. L'armée, qui se veut garante des institutions, renverse plusieurs gouvernements jusque dans les années 80. Les Turcs sont devenus moins fréquentables, surtout après la chute du mur. Il faut attendre 1999 à Helsinki pour que les chefs d'État et de gouvernement admettent enfin que la Turquie a vocation à rejoindre l'Union. Dorothée Schmidt, pourquoi est-ce si long? On a vu le général de Gaulle tout à l'heure qui prenait le rapprochement avec la Turquie. Moi, je trouve que vos images d'archives sont vraiment formidables parce qu'on ne voit jamais d'image du moment où a été signé le traité d'Ankara en 63. Mais on voit aussi qu'il a quand même passé de l'eau sous les ponts depuis. Et là, vous avez montré finalement très peu d'images de la Turquie contemporaine. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des configurations complètement différentes. Quand on montre le général de Gaulle, on était dans cette espèce de complicité que j'appelle toujours un peu gaulo-kémaliste entre la Turquie kémaliste d'avant et puis la France gaullienne aussi d'avant. Et nous, on sait que la France a changé depuis 68, ça, je crois qu'on le sait. Et la Turquie, elle a aussi beaucoup changé au cours des 10 dernières années. Alors elle a changé dans le sens où elle est devenue, comme l'a dit Madame la sénatrice, un pays extrêmement dynamique économiquement, très ouvert, un pays qui se démocratise. Et en même temps, c'est un pays qui a un peu envie de prendre le grand large. Et c'est aussi un pays dont on peut pas nier qui s'éloigne de l'Europe par beaucoup de côtés. Le général de Gaulle, Nicolas Dupont-Aignan, il se trompait. Votre réaction à cette image? Vous savez que je suis gaulliste et que j'ai une profonde admiration pour le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle n'envisageait pas du tout l'Europe et l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Pour lui, c'était des États indépendants qui coopéraient. Et quand je vous disais un partenariat avec le Maghreb, avec la Turquie, avec la Russie, c'est fondamental. Mais de là à faire entrer la Turquie dans les institutions de l'Union européenne avec des décisions à la majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que compte tenu du poids de la nation turque, elle prendra des décisions alors même qu'elle n'est pas en Europe. Donc il faut arrêter de raconter des folies. Mais pas dans l'Europe géographique. Ben oui, mais pourquoi pas l'Australie? Et puis aller jusqu'au bout comme ça. Et on a beaucoup plus de proximité avec la Tunisie, avec la Tunisie et le Maroc. Mais attendez, on a une Europe qui marche sur la tête, qui ne fonctionne pas, et on veut intégrer la Turquie. Mais ça ne se fera pas, heureusement, parce que les peuples diront stop, et ce sera l'enjeu aux élections européennes. Alors on va écouter les Turcs dans un instant. Votre réaction? Oui, ma réaction, c'est vrai que beaucoup d'années sont passées depuis les images que vous nous avez montrées, mais des années qui ont été utiles finalement, puisque sur la question des droits de l'homme, des efforts ont été faits de la part des Turcs. S'il n'y avait pas eu... Oh, quand même, il y a quand même pas mal de choses. C'est pas mal quand même non plus, l'invasion d'un pays. Non, mais il y a encore une marge de progression. Je crois. Une grande marge de progression. Mais il faut quand même reconnaître que des choses ont été faites et que s'il n'y avait pas eu cette volonté d'entrer dans l'Europe, il n'y aurait pas eu ces avancées démocratiques et ces avancées en matière de droits de l'homme. On peut les citer, hein. Est-ce que les Turcs, eux aussi, sont fatigués d'attendre? Est-ce qu'ils ont encore envie d'Europe? Marie Forestier, vous êtes notre correspondante à Istanbul. Marie. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y a une grande lassitude. Le ministre des Affaires européennes lui-même a donné le ton il y a un mois quand il a dit que la Turquie ne deviendrait probablement pas membre de l'Union européenne. De son côté, le Premier ministre Erdogan a dit que la reprise du processus d'adhésion était une avancée positive, mais encore insuffisante et tardive. Il a été très critique envers l'Union européenne. Et cette désillusion des politiques est le reflet de l'opinion publique. De plus en plus, les Turcs s'éloignent de l'Europe. Pour vous donner une idée, en 2004, ils étaient 75% à soutenir l'adhésion. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 44%. Et en parallèle, la Turquie poursuit son chemin, elle mène sa politique, elle réaffirme son identité musulmane. Sur le plan extérieur, elle mène une politique d'expansion tous azimuts, surtout vers l'Asie. Les relations économiques et commerciales sont en plein essor. Un exemple significatif, la Turquie prévoit de signer avec la Chine un contrat pour se doter d'un système de défense anti-aérien aux grandes dames de l'OTAN. Mais malgré tout, dans un contexte régional où elle est fragilisée, la Turquie peut avoir besoin de liens privilégiés avec l'Union européenne pour peser, pour s'en servir de levier d'influence auprès de ses voisins. Merci beaucoup Marie pour cette perspective vue de Turquie, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur stratégique en laissant la Turquie nous tourner le dos? C'est bien qu'elle aille signer des partenariats avec la Chine, avec l'Asie. Mais le choix n'est pas entre faire entrer la Turquie dans l'Union européenne ou qu'elle tourne le dos.
le choix... Peut-être. Mais pourquoi un choix si binaire? Ce serait une forme de chantage. Moi, je constate une chose. Les Français, majoritairement, ne veulent pas de l'entrée de la Turquie. Je remarque d'ailleurs que les parlementaires ont supprimé le référendum obligatoire qu'avait mis Jacques Chirac sur l'élargissement, et je le regrette. Deuxièmement, les Allemands ne veulent pas en entendre parler. Troisièmement, les Turcs ne veulent plus en entendre parler. Parce qu'en vérité, on ne veut pas acter qu'on n'est pas obligé d'être tous pareils dans le même cocktail et qu'on peut être différents et coopérer entre nous. Encore une fois, inventons des passerelles de coopération parce que c'est très important. Pareil avec le Maghreb et la Russie. Et puis, réformons l'Union européenne pour réussir l'Europe, mais ça ne sera même pas à 28, ça ne marche pas. C'est à 9. Moi, je veux proposer une Europe à 9. Et puis après, avec des cercles gradués où on a des coopérations à la carte. On n'est pas obligé de manger le même menu indigeste, tous. Basira Chiari, est-ce que c'est un risque de se couper de cet allié stratégique, à votre avis? Moi, je le pense. Après les révolutions arabes, avec la guerre en Syrie, avec ce qui se passe en Iran? Moi, je le pense. La Turquie reste un modèle quand même dans ce monde, dans le monde arabo-musulman. La Turquie reste un modèle parce que c'est sur des valeurs, peut-être des valeurs islamiques, mais ça marche. Il y a une économie qui marche. Il y a des enfants qui vont à l'école beaucoup plus qu'ils n'y allaient dans le passé. La Turquie reste quand même un pays laïque. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses à faire. Il y a une marge de progression dans un certain nombre de choses avec ce qui s'est passé à Istanbul récemment. Mais je pense que tourner le dos, ça serait pire que tout. Et peut-être, comme M. Dupont-Aignan, il faudrait marquer un peu plus fortement la volonté de l'Europe de ses partenariats stratégiques avec la Turquie. Mais alors ne faisons pas semblant d'ouvrir des négociations. Avec un objectif à terme, peut-être en 2023, quand ça sera le centenaire de la République turque. Pourquoi pas? Reconnaissez, madame, quand même, que la Turquie a envahi un pays de l'Union européenne, Chypre, et qu'on négocie avec un pays qui ne veut pas se retirer de Chypre. Enfin, il y a quand même un moment, et madame pourra quand même, j'espère le confirmer, on est dans une situation surréaliste. Ça, moi, ce qui me surprend, le blocage de Dorothée Schmitt et Chypre. Au-delà de ça, ce qui me surprend, c'est qu'on a l'impression d'un canard sans tête à Bruxelles, qui continue, comme si de rien n'était. Le monde change. Mais ces dirigeants européens ne voient pas le chômage, ne voient pas les problèmes d'immigration, ne voient pas les problèmes on va laisser Nicolas Dupont-Aignan, on va laisser parler de Dorothée Schmitt, et j'ai une question à vous poser. J'ai une question là-dessus. En fait, ce que Nicolas Dupont-Aignan est en train d'exprimer, c'est la fatigue de l'élargissement, ce qu'on appelle de façon plus générale la fatigue de l'élargissement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intégrer aujourd'hui un pays de 75 millions d'habitants qui a des ambitions politiques dans l'Union européenne. Bon. Mais il faut quand même remettre une ou deux choses au point. On est quand même en union douanière avec la Turquie, on n'est donc pas du tout dans la même situation que dans la relation avec la Russie ou avec les pays du Maghreb. C'est dommage, parce que la Russie, il y a beaucoup de choses à faire avec eux. C'est dommage, sauf qu'on ne peut pas se passer de la Turquie. C'est aussi ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Stratégiquement, on ne peut pas se passer de la Turquie. Donc de toute façon, il faut qu'on ait une relation extrêmement forte avec la Turquie. Elle a toujours été entrée à l'ouest depuis la fondation de la République turque en 1923. C'est un pays qui fait partie du Conseil de l'Europe depuis sa fondation. C'est un pays qui, depuis 1963, affirme sa vocation à entrer dans l'Union européenne. Mais l'Union européenne a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on arrive évidemment à un moment où on a cette question de la capacité d'absorption et aussi de la capacité d'adaptation des Turcs qui ont beaucoup de mal à faire les réformes nécessaires. Nicolas Dupont-Aignan, moi la question que je me pose en vous écoutant tous ce soir, c'est la Turquie, c'est bien pour l'OTAN, c'est bien d'avoir ses chars, c'est bien d'avoir ses soldats, c'est bien de faire des affaires avec elle, c'est bien d'avoir un allié. Elle est quasiment dans l'Union européenne. Il suffit de mettre le tampon là. Pourquoi on ne veut pas mettre ce tampon? Finalement, elle y est quasiment dans les faits. Madame, entrer dans l'Union européenne, c'est peser dans des mécanismes de décision. Il y a beaucoup de pays qui sont comme la Turquie, avec des accords de libre-échange. Vous avez le Maghreb, vous avez la Norvège, vous avez la Suisse. Mais pourquoi vouloir mêler de force contre les peuples? Parce que la vraie question, est-ce qu'on fera l'Europe contre les peuples comme on l'a fait depuis 20 ans, ou est-ce qu'un jour, on va écouter les peuples sur le plan économique, social, etc. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut une Europe contre les peuples ou avec elle? Alors on va regarder juste ces images, parce que vous en parliez tout à l'heure, madame. C'est les images qui ont fait que les négociations se sont bloquées en juin. Ce sont celles de la répression place Taksim, avec des milliers de blessés, des milliers d'arrestations, une politique de répression qui s'est un petit peu assouplie aujourd'hui. Dorothée Schmitt, quand on voit ces images de la répression place Taksim, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Turquie est devenue une démocratie?
Alors, pour moi, il y a une chose très importante qui s'est passée en juin, c'est qu'on devait ouvrir un chapitre de négociation et qu'on ne l'a pas ouvert, et que ce sont les Allemands qui ont demandé à ce qu'on ne l'ouvre pas. À cause de ces images. Alors que jusqu'à présent, les Allemands se cachaient un peu derrière leurs petits doigts sur tout un tas de sujets, et que là, pour la première fois, on est entré dans les aspects politiques de la négociation, et qu'on a finalement signifié aux Turcs qu'on avait aussi des valeurs politiques qu'il fallait partager. On n'est pas uniquement sur une question de clivage culturel. Je crois que Madame la sénatrice a beaucoup mis l'accent sur les questions culturelles. Moi, je tiens à souligner le fait qu'on a aussi des valeurs politiques communes en Europe et qu'effectivement, à Taksim, on a vu une gestion très maladroite de la crise par le gouvernement et aujourd'hui une vraie chasse aux sorcières qui est en train de se poursuivre. Donc il faut faire très attention à ça. Je partage ce qui vient d'être dit, mais disons les choses comme elles sont. Et Monsieur Dupont-Aignan, c'est pas du tout pour vous, parce que vous êtes quelqu'un de trop intelligent pour avoir ce type de pensée, mais il y a un blocage par rapport à la Turquie, puisque vous avez évoqué toutes les choses positives. Pourquoi on ne met pas le tampon? Eh bien, finalement, moi, j'en suis arrivée à penser que c'est parce que on ferait rentrer en Europe pas mal de millions de musulmans. Et ça reste un blocage dans le disque dur des Européens, parce que peut-être les miasmes coloniaux sont toujours à l'œuvre, parce que peut-être il y a eu le 11 septembre, qui a été un traumatisme énorme, mais moi je pense que maintenant on ne peut pas ne pas penser à ça. C'est l'islam qui bloque, Monsieur Dupont-Aignan? Je crois que c'est un ensemble de choses. Mais l'islam, c'est la question. Peut-être. Ce qui bloque surtout, c'est le problème du niveau économique, culturel et du fait que la Turquie n'est pas en Europe. Ça, on en a parlé. On en a parlé, Nicolas Dupont-Aignan. La Roumanie. Non, mais je vous pose la question sur l'islam. Oui, vous me dites peut-être. Est-ce qu'un pays à 95% musulman, est-ce que c'est la vraie raison ou une des vraies raisons? C'est peut-être une raison, mais qui n'est pas dans l'Europe. Il n'y a pas que ça, loin de là. Je pense qu'on est arrivé à un terme de cette Union européenne qui a été élargie de force par des gens non élus, qui imposent une mécanique implacable. Personne ne sait que la Croatie, qui n'est pas de religion musulmane, que la Croatie est rentrée non, mais la comme Bosnie 28e. est candidate, l'Albanie, il y a des musulmans. Folie de faire rentrer les Balkans. Problème de délinquance, de mafia, de frontières. Donc, si on continue comme ça, ils vont tuer l'Europe. Et la belle idée européenne, on en a besoin, mais pas comme ça. Merci Sinon, beaucoup. les peuples vont détester cette Europe. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Je ne sais pas si on a le temps de montrer le dernier ouvrage que vous avez publié. On va le voir dans un instant qui s'affiche. Sur un autre sujet. Et sur un tout autre sujet, les voleurs de la République. Merci infiniment. Votre livre, Dorothée Schmitt, sur la Turquie, ouvrage de référence s'il en est. Merci à vous, Basira Chiari, d'avoir été avec nous. Vous reviendrez. C'est un débat qu'on pourrait encore prolonger. Sur ce plateau, dans un instant.